Bon, alors d'abord, on voudrait vous remercier d'être là. Alors moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire tout à l'heure, mais je vous le dis, voilà, de vive voix. Merci, merci beaucoup d'être là. Donc, la classe média, c'est quelque chose qui est nouveau dans l'établissement. Et aussi, donc, on a voulu sensibiliser les élèves justement aux médias, les médias qui sont omniprésents dans leur univers. Et on voulait aussi, notre démarche avec Madame Peralta, c'était essayer de, justement de sensibiliser donc, les élèves aux médias et leur faire prendre conscience que les médias, on doit travailler avec, mais on doit avoir un esprit critique, on doit avoir un regard critique vis-à-vis d'eux. Voilà. Donc, avec les élèves de la classe, on a élaboré finalement un questionnaire qui repose sur un certain nombre de points. Alors par exemple la formation, votre formation en tant que journaliste, comment on construit donc l'information, ça sera le deuxième point. Ensuite, votre point de vue, parce que c'est vous qui allez être on va vous interroger, mais on va aussi vous écouter attentivement. Donc votre point de vue sur les médias, est-ce qu'il existe des concurrences entre les médias, entre la presse écrite, la télévision, la radio? Et ensuite, votre ressenti, en bout d'interview, ça sera votre ressenti, c'est-à-dire ce que vous ressentez en tant que journaliste citoyenne à l'égard des médias. Comme le média est le quatrième pouvoir dans notre démocratie, alors est-ce qu'il y a un contre-pouvoir, voilà. Et aussi sur votre travail en tant que journaliste. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à faire une équipe de journaliste? Alors c'est une histoire assez ancienne parce que je crois que j'ai écrit une rédaction que j'ai eu le bonheur de retrouver d'ailleurs, une rédaction en 6e dans laquelle je disais que voilà, je voulais être journaliste et je suis un peu têtue, donc je suis devenue journaliste. J'avais envie de faire ce métier parce que j'avais l'impression, d'abord parce que j'aime beaucoup écrire, donc j'ai toujours pensé que je ferais ça dans la presse écrite. Et puis parce que je pensais que c'était un métier de rencontre. Et si je dois le qualifier, je dirais que c'est principalement, c'est sa grande vertu, c'est un métier de rencontre, c'est un métier de curiosité, c'est un métier surtout où on est surpris parce qu'en fait on pénètre dans des tas de milieux dans lesquels on ne pénétrerait pas ordinairement et on peut passer d'un milieu à un autre. Voilà. Donc c'est ça pour moi la principale richesse de ce métier. Je voulais vous demander quel était votre parcours et comment vous avez fait pour en arriver là. Donc après le bac je suis partie en Hippocagne. Ensuite, j'ai fait Sciences Po à Paris et ensuite j'ai passé le concours du Centre de formation des journalistes du Louvre. Et j'ai eu une grande chance, c'est que cette école fournissait des stages et elle m'a envoyée moi au Monde. Et c'était un stage de 3 mois après les études et je suis restée au Monde. Et donc je n'ai rien connu d'autre. Je suis rentrée au Monde, j'avais 25 ans et ça fait 25 ans que je suis au Monde. Au niveau de la construction de la source, vous avez des règles précises pour construire l'information? Alors, l'information, pour une bonne partie, nous est dictée. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous donnais comme exemple avec l'actualité, l'actualité est notre principal guide. Chaque jour, il y a une somme d'actualités considérable à traiter. À l'intérieur de cette actualité, on va établir une hiérarchie. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous? Par exemple, nous, on va avoir au journal un tropisme plus international. C'est pas le monde pour rien. On va donc accorder beaucoup d'importance à l'actualité internationale. Et puis après, il y a l'actualité évidemment politique. Le jour où François Hollande fait une déclaration importante, le jour où tel ministre présente un projet de loi considérable, que ce soit le jour où le budget est voté, le jour où on présente le projet de loi, je ne sais pas quoi, qui va changer la vie des gens sur tel point, ça c'est de l'actualité subie. Elle s'impose à nous. Donc après, c'est à nous de trouver des moyens de la traiter, de trouver des moyens de l'illustrer, c'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas simplement dire le ministre présente tel truc, etc. On va sans doute à cette occasion-là dire eh ben, tiens, on pourrait faire un reportage à tel endroit pour illustrer ce sujet, ou on pourrait faire une interview de telle personne qui est particulièrement compétente. Donc ça s'appelle ce qu'on appelle la mise en scène de l'actualité. La mise en scène de l'actualité, c'est que l'actualité n'est pas traitée de manière brute, elle est mise en scène, c'est-à-dire qu'on va dire aussi d'où elle vient. Par exemple, tel événement, on va essayer de le resituer dans un cadre historique, politique, de lui donner une compréhension. Nous, notre principe, c'est de dire au lecteur,
aujourd'hui dans le monde, voilà ce qu'on a retenu pour toi de l'actualité du monde. Donc comment documentez-vous votre article? Enfin, quelles sont vos sources? Alors, les sources sont évidemment totalement différentes selon le sujet qu'on traite. Hein. Donc, il faudrait que je puisse vous donner un exemple, parce qu'en fait, nos sources, enfin, la première chose que nous faisons, c'est de rencontrer les personnes compétentes. Donc, alors, moi, mon métier est un peu à part, parce que on en parlera peut-être dans la troisième partie. Parce que moi, finalement, je vais m'asseoir sur un banc de justice et je raconte une audience parce que je n'ai pas besoin de source, parce que la justice est rendue publiquement, donc je raconte la justice. Mais le travail normal. Vous prenez par exemple, je ne sais pas, dites-moi une rubrique qui vous intéresserait le plus pour que je vous décrive comment ça se passe. Alors, en international, il y a deux catégories. Il y a des gens qui sont les correspondants. Hein. Nous, on a un réseau de correspondants partout dans le monde, enfin pas partout, mais enfin, dans pas mal d'endroits du monde, c'est une des richesses du journal. Et puis on a à Paris un certain nombre de gens qui travaillent qui ont des spécialités. Donc ils sont spécialisés par pays ou par continent. Donc on a par exemple un groupe qui travaille sur l'Europe, on a un groupe qui travaille sur l'Amérique latine, un groupe qui travaille sur les États-Unis, etc. Donc eux, leur travail, c'est évidemment d'abord de lire et d'être au courant beaucoup de choses. Alors c'est la concurrence bien sûr, mais c'est pas lire les autres journaux, c'est pas en lisant les autres journaux qu'on apprend. C'est de connaître les bons sites spécialisés, c'est d'être sur les réseaux sociaux et de suivre sur Twitter ou sur Facebook les personnes qui sont les plus intéressantes, qui ont de l'information. Et c'est évidemment d'avoir l'outil de travail principal d'un journaliste, ça s'appelle son carnet d'adresse. C'est son carnet d'adresse, c'est d'avoir un carnet, enfin voilà, aujourd'hui c'est sur son téléphone, avec les numéros de téléphone de toutes les personnes et d'avoir ces personnes, de les connaître, c'est-à-dire que ça passe par des rendez-vous, ça peut être des petits déjeuners, des déjeuners, etc. Mais c'est de les connaître parce que le jour où on a besoin de les appeler, il faut avoir un portable et il faut pouvoir les déranger à 6h du matin pour leur dire qu'est-ce qui se passe là, expliquez-moi comment vous le voyez, qu'est-ce que vous comprenez, vous avez une crise en Irak, il faut évidemment que vous ayez à la fois la compétence historique, c'est-à-dire que vous sachiez où on en est dans le pays, que vous compreniez parfaitement quels sont les enjeux de pouvoir, que vous ayez dans votre carnet d'adresse le chercheur, l'historien qui travaille sur cette question-là et qui va pouvoir vous donner un peu d'intelligence pour votre papier, comprendre les enjeux. Il faut que vous ayez évidemment les 3 diplomates qui travaillent au Quai d'Orsay ou les 15 diplomates qui au Quai d'Orsay travaillent là-dessus. Et puis il faut que vous ayez aussi dans votre carnet d'adresse le conseiller diplomatique du président de la République et que vous puissiez joindre et que vous puissiez l'avoir assez facilement le ministre des Affaires étrangères pour le cas où on ramène tout d'un coup, on trouve qu'il y a que telle ou telle partie du conflit utilise des gaz toxiques. Il faut qu'on puisse tout de suite savoir quelle est la position de la France, ce que dit la France par rapport aux États-Unis, etc., etc. Voilà. Ça s'appelle un carnet d'adresse. Existe-t-il un problème avec le scoop et le journalisme? Ah ben, bien sûr. Alors, le scoop, normalement, c'est ce qu'on devrait tous rechercher. L'enquête, ça fait partie intégrale de notre métier. C'est vraiment quelque chose qu'on aime. On aime avoir une information que les autres n'ont pas. On aime être le premier à annoncer une information. Alors après, il y a aussi la dimension enquête. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez évoquer, c'est-à-dire l'investigation, par exemple, l'affaire Cahuzac, là-dessus, ou sortir, qui évidemment est un des sujets importants, un des apports importants des journaux. Je veux dire, on parlait tout à l'heure de la place de la presse dans la société, ça fait partie des choses qui font partie de notre mission, c'est qu'on doit être le poil à gratter de la démocratie et que les pouvoirs, qu'ils soient économiques, politiques, ont toujours envie de mettre sous le tapis les choses qui dérangent et que le travail de journaliste, c'est aussi d'aller soulever le tapis. Alors là, on est passé au thème 3, sur la concurrence entre les médias, mais et dans vos propos, vous avez parlé justement de votre ancien directeur du Monde qui est parti voilà, et qui a fondé Mediapart. Et j'en viens à la concurrence entre les médias, entre Mediapart et les autres. Oui,
Voilà, et donc par exemple l'affaire Cahuzac, si je me trompe, et vous me dites si je me trompe, parce que c'est Mediapart qui a dévoilé. Et il y a eu, alors j'ai assisté une fois à une émission de télévision sur des journalistes qui s'entre-déchiraient et qui disaient oui, Mediapart, c'est l'affaire, c'est les trucs qui sont très, très médiatisés qui sortent, et il y a cette recherche de, finalement, d'aller fouiller là où il ne faudrait pas. Alors moi je vous pose la question, mais... Là où il faut aller. Là où il faut aller. Mais Mediapart, ils ont besoin. Vous vous rendez compte, vous avez un paysage médiatique qui est complètement. Enfin, un paysage, en tout cas pour ce qui est de la presse, je ne parle pas de l'audiovisuel, c'est encore différent, mais qui est un peu sinistré. C'est-à-dire que. Voilà. Et donc vous avez en même temps des sites qui se sont créés, donc des sites gratuits, par exemple, je ne sais pas si vous regardez Rue 89 de temps en temps sur le téléphone, ou des sites complètement payants, donc uniquement sur abonnement, qui a été le pari de Mediapart. Quand vous faites un pari comme ça, qui était un pari loin d'être évident, il faut que vous apportiez à vos lecteurs quelque chose de plus. Donc Mediapart, c'est sa marque de fabrique, c'est l'investigation. Donc ça veut dire qu'ils ont, évidemment, il faut qu'ils sortent des scoops. Genre, le drame de Mediapart, ça a été, tout d'un coup, ils avaient, je pense que leur gros souci, c'était l'arrivée de la gauche au pouvoir. Pourquoi? Parce que Mediapart avait perdu Sarkozy. Sarkozy, c'était quand même du bonheur, parce que quand vous êtes un site comme Mediapart, si vous tapez sur Sarkozy toute la journée, il y avait un lectorat pour ça, je veux dire, avec des affaires, etc. Le risque pour un journal comme ça, c'était que la gauche arrivant au pouvoir, Mediapart soit un peu moins enquêteur. Et ils ont montré qu'ils le restaient absolument, puisqu'ils ont sorti l'affaire Cahuzac. Moi, pendant cette émission de télévision, j'avais eu l'impression, j'ai l'impression que des journalistes disaient, on le savait, on se doutait que, mais finalement, parce que c'était la gauche et parce que ça pouvait être moins vendeur, on laissait ça de côté. Non, sur Cahuzac, c'était pas ça. Sur Cahuzac, il y a eu un vrai problème. Alors justement, éclairez-nous parce que... Alors, l'affaire Cahuzac, sur l'affaire Cahuzac, le vrai problème, c'était la méthode de Mediapart. C'est-à-dire que ils ont parlé il y avait ce problème des enregistrements. Ils n'avaient pas le point de vue, quand ils ont sorti les enregistrements, ils ont balancé les enregistrements, attendant que tout le monde reprenne l'information, pour obliger Cahuzac ensuite à réagir. Donc il y a un côté qui n'est pas... Et c'est normal, eux ils en vivent, donc ils ont besoin de faire ce qui s'appelle du teasing, c'est comme en publicité, on vous donne un, pour le lendemain on vous donne des morceaux. Bon, voilà. C'est pas, ça pose un problème déontologique. C'est-à-dire qu'ils ont été... C'est vrai que le reste de la presse n'a pas suivi en disant on ne peut pas se contenter, c'était plutôt simple, on ne peut pas se contenter de dire Mediapart assure que... Voilà. Pour simplement reprendre les infos de Mediapart sur les enregistrements dont on ignorait quand même, au bout du compte, ça pouvait quand même être fragile, et puis comment cet enregistrement était arrivé, est-ce que cet enregistrement était bien celui de Cahuzac? On ne peut pas se contenter, ce qu'on a trop longtemps fait, de reprendre les informations de Mediapart en disant oh, bah, c'est pas nous, hein, c'est Mediapart, c'est quand même d'une lâcheté absolue. Donc là, effectivement, il y a eu un peu de réticence. Et ce qui fait que Mediapart, on a conçu beaucoup d'amertume à l'égard de la presse qui ont accusé de les avoir lâchés. En même temps, ça les arrange bien parce qu'en fait, du coup, ils sont les seuls à être voilà, les chevaliers blancs de la démocratie, donc tout le monde est gagnant. Justement, à propos de ce problème avec la télévision et les smartphones, par rapport à la presse écrite, est-ce qu'elle a encore sa place justement à cause de cette concurrence constante qu'il y a entre les différents médias C'est une vraie question. C'est pour ça qu'elle se porte mal. Donc la presse écrite par rapport à... Donc, la presse écrite, je pense qu'elle a un avenir, c'est pour ça que je citais 21. Elle a un avenir si elle trouve sa place, et sa place ne peut plus être la même qu'avant. Avant, si vous voulez, on était un journal informé ses lecteurs. Aujourd'hui, un journal ne peut pas dire qu'il informe ses lecteurs, parce que les lecteurs sont informés toute la journée par 15 000 autres sources. Donc le journal doit apporter autre chose. Cette autre chose, c'est, pour revenir au début, la hiérarchie de l'information. Parce que quand vous êtes sur votre téléphone, vous avez un espèce de flux comme ça. Une information chasse l'autre, et ça chasse, et vous êtes écrasé sous les flux d'informations.
Donc un journal, c'est je vais choisir pour vous une hiérarchie. Je vais vous dire ce qu'il ne faut pas rater dans ce qui est important, dans ce qui est moins. Et puis je vais aussi vous informer sur des choses que vous n'avez pas vues ailleurs. Et je vais le faire de manière pédagogique, de manière la plus complète, la plus rigoureuse et la mieux écrite possible. Quel est votre article dont vous êtes la plus fière? Le prochain, j'ai envie de dire. Moi, fière, c'est pas le mot, mais disons que. Après, je sais pas si c'est déjà le thème. Enfin, moi, la chronique judiciaire, pour moi, c'est une passion. J'aime vraiment ce que je fais. Et donc, l'univers du crime, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous avez des polars, c'est quelque chose qui est fabuleux parce que vous rencontrez des gens. Enfin, moi, les grands criminels ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est par exemple pourquoi tout d'un coup un homme va tuer sa femme ou une femme va tuer son amant. Voilà, c'est qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans le crime. Ça, des expériences comme ça, moi j'ai vécu j'ai vécu des procès magnifiques, parce que d'abord l'audience c'est quelque chose de très très fort, c'est quelque chose où c'est un lieu de débat, c'est un lieu où vous avez face à face, séparé par entre ça et ça, là vous avez l'accusé et là vous avez la victime, là vous avez l'auteur du viol, là vous avez la jeune fille violée, bon, donc ça veut dire que ça crée une confrontation, une violence, une puissance, vous avez des secrets de famille qui sortent, vous avez plein de choses qui sont racontées. Des bons moments d'audience, j'en ai vécu des milliers, donc j'essaye de les rendre le mieux possible dans mes papiers. Après, moi j'ai vécu par exemple, je sais pas, une femme, un des plus beaux procès que j'ai vu récemment, là tout récemment, c'est une femme qui a tué son mari, qui était une femme battue, et avec un procès bon, qui était d'une qualité exceptionnelle, parce que tout le monde était d'une très grande qualité, notamment l'avocat général. L'avocat général, c'est celui qui est chargé de requérir, c'est-à-dire il porte l'accusation, il s'exprime en autre nom. L'avocat général, c'est l'avocat de la société, donc, qui était chargé de dire, c'est lui qui normalement doit dire, voilà, il requiert autant d'années de prison. Et il se trouve que cet homme était quelqu'un qui c'était dans le Nord, qui a beaucoup travaillé sur les violences conjugales dans son femme, et qui, sur ce dossier-là, très particulier, dans cette circonstance-là, au bout de 3 jours de débat, a requis l'acquittement de cette femme. C'est un moment, enfin, je ne sais pas si vous mesurez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que bon, tu ne tueras pas, c'est un des premiers points de vie fondamentale. Et sauf que la justice, c'est ça, c'est à chaque fois, il y a un crime et puis il y a la personne qui le commet, le contexte dans lequel elle commet. Et quand vous avez un avocat général qui, au nom de la société, va expliquer que cette femme était en fait dans une sorte de légitime défense et requiert l'acquittement d'une femme qui a tué son mari, c'est un moment absolument bouleversant, c'est un moment exceptionnel, et la cour et les jurés l'ont suivi, cette femme a été acquittée. Ça, par exemple, ça, c'est vraiment... Sur un article de vos confrères, est-ce qu'il y a un article qui vous a particulièrement touché et ému, dans le sens où vous dites maintenant, ah si j'avais pu l'écrire celui-là? Ah oui, ça arrive souvent. Ah oui, oui. Ouais. Oui. Et mais on a un regard, évidemment, enfin comme dans n'importe quel métier, on a un regard professionnel sur la production des autres. Moi, nous, entre nous, contrairement à ce que font les lecteurs qui se fichent en général des signatures, encore que moi je commence un article par la signature. Il y a des gens, dans mes confrères et dans mes consoeurs, il y a des gens dont je lis tous les papiers. Il y en a d'autres que je ne lis jamais, enfin ou presque, parce que je sais que, voilà, je sais qu'un tel fait des très beaux papiers, qu'il y aura toujours quelque chose de bien, quelque chose qui sera bien écrit, ou une bonne idée, ou un sujet qu'on aura vu par ailleurs. Oui. On se lit beaucoup entre nous. Enfin, ça fait partie du métier, quoi, de voir ce que font les autres. C'est aussi comme ça qu'on apprend. C'est
comme les plaidoiries, on apprend aussi en voyant. Donc évidemment, d'où évidemment la concurrence, et d'où le fait qu'on peut aussi se détester beaucoup. Le rôle, notamment je pense de votre cours, c'est de leur apprendre à distinguer la communication et la communication. Je crois qu'on peut vous remercier. On est arrivé au terme de cet entretien qui était fort intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.